franchement, au fil des années, je me dis, c'est quelque chose qui peut être aussi assez éphémère. On le voit, une carrière, ça se construit avec le temps, mais du jour au lendemain, on peut aussi disparaître et peut-être n'avoir jamais existé. Et là, j'ai Josh Hartnett, donc le mec qui a quand même joué dans Pearl Harbor. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, qui vient me parler de la scène et qui genre, en fait, d'égal à égal. Et tu te dis, waouh, ah ok, d'accord. Là, je viens encore d'expérimenter un nouveau step de mon métier, quoi. Ils me disent, ok, c'est super, maintenant essaye comme ça. Donc je renvoie les essais et là, je suis sélectionné. Je dis, non, c'est pas vrai. Je vais tourner sur The Walking Dead, là. Hello tout le monde, c'est Samuel, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 17e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité est un visage bien connu du public français, des téléspectateurs. Vous l'avez vu dans pas mal de séries, évidemment dans Plus belle la vie, mais aussi dans Ainsi soit-il, sur Arte, au cinéma, dans Les crevettes pailletées. On va faire un vrai tour d'horizon avec lui, on va parler des planches, de théâtre, de documentaires. David Baillot, ravi de t'avoir sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aussi. Tu es le bienvenu. On va commencer notre entretien avec un objet que tu as ramené. Je te laisse nous le présenter. Ok, mais je veux voir si tu peux le deviner. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Ça ressemble à une boisson, peut-être? Ah, une boisson? Pas du tout. Pas du tout. Ça s'appelle du beurre de karité. D'accord. En fait, ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Comme vous pouvez le voir, je suis très très bien hydraté. C'est un peu ma Madeleine de Proust. En fait, ma mère m'a toujours hydraté et avec ça. Donc, c'est de la crème qui est à l'intérieur et j'ai 43 ans et ça fait 43 ans que je mets ça sur la peau. Wow. Voilà. C'est quand même bien efficace, hein. Tu fais pas ton âge. Merci beaucoup. Ouais, je crois que c'est grâce à ça, ouais, effectivement. Ok. On peut le trouver quelque part ou c'est une recette écoute, non, spéciale? ça, c'est spécifique. Ma mère me la ramène de Côte d'Ivoire. Okay. Donc, mais je pense qu'on peut le trouver aussi sur les marchés ici. D'accord. Donc, pensez à l'hydratation. C'est très important. Petit conseil très important en ces temps de chaleur et de canicule. Ouais, non, peut-être pas avec ça. Non, on évite. Allez. Bon, évidemment, on va parler de cinéma, de 7e art ensemble, David, de Plus belle la vie et de tant d'autres sujets. Moi, je suis quand même curieux de savoir comment est-ce que ça a commencé pour toi, ce métier? Quelle était ta porte d'entrée? Alors, ma porte d'entrée, j'ai fait une école de communication audiovisuelle. Donc, à la base, je voulais être animateur radio. Donc, j'étais en stage sur Rire et Chanson. Et un jour, j'ai une copine qui était, elle, en stage avec une directrice de casting qui m'a appelé. Donc, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et qui m'a dit, on cherche un personnage et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi. Bon, peut-être parce qu'il était noir à la base. Mais du coup, je passe les essais alors que j'avais jamais fait ça. Très stressé, mais avec une envie vraiment particulière de décrocher ce rôle, hein. Donc, je passe les essais. Le soir même, elle m'appelle, elle me demande, mais t'as pris des cours? Je dis, non. Je dis, mais mec, franchement, t'as grave géré. Écoute, on envoie à la production et puis je te tiens au courant. 3 semaines après, elle me rappelle, elle me dit, c'est toi qu'ils ont choisi. Donc là, panique à bord, parce que je me dis, mais dans quoi je m'embarque? Elle me dit, il y a 8 semaines de tournage. C'est un truc pour TF1, c'est assez costaud, c'est assez conséquent. Tu te sens prêt? Je dis, de toute façon, si je le tente pas, peut-être que ça se représentera plus jamais, quoi. Et donc, je l'ai fait. C'était une série pour TF1 qui s'appelait Seconde Chance, dans lequel j'avais le rôle de Kofi Diakité, qui était contrôleur de gestion. Donc, alors, avec des termes hyper techniques. J'avoue que je me suis un peu pris le chou, mais c'était ma première expérience et j'ai vraiment adoré ça. Et après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné au fil des ans. Comment tu t'es préparé, justement? Il y a la découverte d'un plateau de tournage, apprendre un texte. Là, c'est le grand saut. Apprendre le texte, je l'ai appris seul dans mon coin, à le répéter. Mon frère me prenait pour un fou parce que je tournais en rond dans l'appartement à dire mes lignes. Et c'est sûr que le jour où je suis arrivé, on m'a installé le micro. On m'a dit, alors là, fais attention, il y a une source de lumière. Là, tu fais de l'ombre à ton partenaire. Il y a la perche. Donc, reste bien dans tes marques. Action. Alors là, c'était panique à bord, vraiment. Je sais pas comment j'ai fait, mais apparemment c'est sorti et ça a plu. Donc, me voilà aujourd'hui, presque 20 ans plus tard. Ouais, c'est fou, c'est le destin qui te met donc sur le chemin de ce métier. Est-ce que tu avais quand même une appétence plus jeune dans l'adolescence, ce désir quelque part d'être dans le milieu artistique? Oui, parce que je me souviens que quand je regardais des films et qu'il y avait des scènes qui me marquaient, notamment avec De Niro ou Denzel Washington, je m'enfermais dans ma chambre, je regardais face au miroir et j'essayais de les répéter. Et j'avais aussi ce truc où, quand j'étais plus jeune, adolescent, j'étais fan d'Indiana Jones, donc d'Harrison Ford. Et je les regardais tous et je me disais, mais moi aussi je veux faire ça en fait, je veux être un aventurier. Et je me disais qu'en fait, être comédien, c'est pouvoir avoir cette facette-là et cette polyvalence d'incarner plusieurs personnages. Donc je voyais Harrison Ford dans Han Solo et après dans Indiana Jones, je me disais mais en fait c'est le métier de rêve, quoi. Donc c'était déjà présent effectivement. Ouais, et avec présent. Seconde Chance, l'élan s'est donné puisqu'on t'a beaucoup vu à la télévision. Il y a eu Ainsi soit-il, comme je le disais en préambule, Plus belle la vie. La télé, c'était quelque chose qu'on regardait à la maison. Tu te considères comme un enfant de la télé? Ah, je suis un enfant de la télé, vraiment. Je suis arrivé en France au début des années 90. Je suis né au Gabon et c'est vrai que le médium télé, il était mais en permanence
à la maison. Le Club Dorothée, KD2A, le Prince de New York, Notre Belle Famille, des programmes comme Paris Dernière. Donc j'ai vraiment grandi avec ce médium-là en permanence, et je me souviens même des soirées parfois à regarder X-Files avec ma sœur ou à découvrir des films sur Arte. Il y en a un qui m'avait marqué, c'était C'est arrivé de près de chez vous avec Poulvord. Avec ma sœur, on devait avoir, je sais pas, entre 12 et 15 ans, et on est là face à ce truc, on se dit mais c'est quoi ce film? Mais je pense que c'est pas pour nous, mais finalement on le regarde jusqu'à la fin. Donc je pense que la télé a eu un rôle très très important dans ma formation en tant que com et en tant qu'artiste aussi. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, tu ressens quoi à l'idée que les gens s'attachent à toi? Tu fais partie du quotidien, tu entres dans les foyers à travers tous ces épisodes, toutes ces séries. Comment tu le ressens? Ben, en fait, ce que je ressens surtout, c'est les gens quand ils viennent me voir et qu'ils m'en parlent. C'est pas un truc où je me dis ah ben voilà, les gens vont me voir à la télé, je suis content et tout ça. C'est plutôt quand une dame âgée vient me parler et me dit oh je vous adore, j'adore le couple que vous formez, ou que des jeunes me disent ah putain je suis content d'avoir un personnage comme toi parce que j'ai grandi avec toi. C'est plutôt la rencontre avec les téléspectateurs et avec peut-être aussi les fans de la série qui m'apportent quelque chose, et je me dis bon ben je pense que j'ai ma place à ce niveau-là, et ben ça me fait du bien, je suis assez content. Mais après j'ai pas ce truc de me dire ah putain je suis à la télé, OK, qu'est-ce que ça me renvoie à moi en termes d'ego et tout ça, ça a aucun rapport, parce que franchement au fil des années je me dis bah c'est quelque chose qui peut être aussi assez éphémère. On le voit, une carrière ça se construit avec le temps, mais du jour au lendemain on peut aussi disparaître et peut-être n'avoir jamais existé. Donc bah je suis content. Alors pour prolonger justement cette rencontre avec les téléspectateurs et celles et ceux qui nous regardent et qui te connaissent, est-ce que tu peux leur expliquer un peu les coulisses? Comment est-ce qu'on tourne une quotidienne? On va parler de Plus belle la vie en l'occurrence. Les secrets un peu de fabrication. On reçoit les textes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant. On se dit qu'en une journée, voilà, le secret de fabrication, c'est qu'en une journée, on doit faire un épisode. Donc c'est à peu près entre 20 et 26 minutes utiles dans la journée. Ce qui est assez costaud, ça représente en termes de séquences 7 à 10 séquences. Contrairement au cinéma où on peut passer, enfin ça passe de 2 à 5 minutes utiles dans une journée. Donc c'est quelque chose d'assez intense. On s'en rend pas vraiment compte, mais c'est un travail pour nous en amont qui est assez costaud, parce que on est obligé d'arriver au taquet, on peut pas faire perdre de temps. Et voilà, donc on a des coachs qui sont là pour nous aider avec le texte. Donc on a le réalisateur et la mise en scène qui sont là pour installer, justement, essayer d'avoir cette espèce de fluidité à travers leur mise en scène. Mais j'ai envie de dire, ça fait des années maintenant qu'on fait ça, donc on se connaît un peu tous, ils savent comment nous parler, ils savent où aller chercher. Nous aussi on sait comment interagir avec nos personnages. On est force de proposition, on est obligé pour que, justement, pour donner vraiment vie à la scène et pas rester dans un truc un peu redondant et un peu plat. Mais c'est vrai qu'en termes de production, c'est quelque chose qui est quand même assez costaud, quoi. C'est une grosse machine, et tout est bien ficelé et bien rodé, quoi. Tu te souviens du premier jour où tu arrives dans cette série, dans ce feuilleton justement, de l'audition? Je crois que c'était en 2009. Ouais, je me souviens de l'audition. La première audition, j'avais passé les essais pour jouer Sébastien, qui jouait le grand frère de Jawad. Donc Jawad n'existait pas encore, et c'était pour jouer un avocat. Et j'avais passé les essais. J'avais été rappelé en callback, donc à Marseille, avec les 3 autres comédiens pour passer les callbacks. Finalement, ils m'ont pas pris, et ils m'ont rappelé quelques semaines après pour passer les essais du petit frère, donc de Jawad. Finalement, ça le fait pas. Et le directeur de casting me rappelle encore quelques semaines après en me disant bon, écoute, le comédien qu'on avait sélectionné ne peut plus le faire. Est-ce que ça t'intéresse de le faire? Donc à la base, c'était pas moi, Jawad. Donc c'est ça qui est assez drôle. Et du coup, j'ai dit bah ouais, banco, allons-y, quoi. Et c'était un personnage qui était censé rester quelques semaines, voire un mois. Et au fur et à mesure du temps, ça a plu aux auteurs, ça a plu aussi aux spectateurs, donc du coup, il est toujours là. T'as vite connecté avec le personnage quand tu reçois le scénario, la description du perso? Assez vite, même s'il est complètement éloigné de moi à la base, hein, ça n'a rien à voir avec ma personnalité. Mais justement, je trouvais ça assez drôle de trouver des trucs et d'essayer de le faire vivre à travers moi. Et ça a plutôt pas trop mal marché. Donc ouais, mais je connecte. Mais c'est assez marrant parce que justement, quand je passe des essais, je sais si ça peut cliquer ou quand ça va pas le faire.
Et parfois il y a des frustrations, hein, évidemment, où tu te dis bon bah ça c'est moi et finalement c'est pas toi. Et il y a des moments où tu te dis mais ça je suis sûr que ça c'est moi. Ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Il n'y a que toi qui détermine au mieux le personnage, qui le connaît le mieux finalement. C'est vrai qu'il y a les scénaristes. Tu parles de ce fait de se renouveler continuellement pour pas tomber dans une routine. Est-ce que tu as le souvenir de certaines propositions que tu as faites qui ont été acceptées par rapport au perso? Je me souviens surtout d'un moment où j'étais sur Plus Belle et que je passe les essais pour Ainsi soit-il, donc pour Arte. Ça se passe super bien. Je m'y attendais pas du tout et c'est vrai que c'était un personnage que j'appréhendais un peu parce que c'était une série beaucoup plus artistique avec beaucoup plus de demandes mais avec le réalisateur ça s'est très très bien passé et avec le producteur aussi. Et quand la série a été diffusée, les auteurs de Plus Belle, il y en a quelques-uns qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais c'est marrant, on t'imaginait pas du tout dans ce type de personnage. Donc parfois les auteurs, ils ont une idée qui se font de toi et ils n'arrivent pas à t'imaginer ailleurs. Et c'est un peu le problème. Alors que nous, en tant que comédien, on a envie justement de toucher un peu à plein de personnalités et à développer ça. Et il faut donner l'envie au réal, aux productions et qu'ils se disent ah effectivement, bah là oui c'est peut-être un bon choix et essayons ça. Mais c'est pas une évidence. Pour beaucoup de gens, ce sont pas des évidences. Même pour des directeurs de casting. Même quand mon agent parfois me propose en me disant, bah, regardez, il y a David qui est là. Ah oui, mais non, mais je pensais pas à ça. Donc c'est toujours une bataille, en fait. Il faut montrer qu'on est capable d'aller à différents endroits où on nous attend pas. Au fil des années, tu as pu ressentir une forme de lassitude par moment. Tu dis le rythme est très intense. J'imagine qu'il y a des matins, tu te lèves, t'as pas forcément envie d'y aller. Ça peut arriver. Oui, ça arrivait. Moi, Plus Belle, je suis parti en 2017. J'ai fait de 2009 à 2017 parce que justement, j'avais peur. Bon, bah, voilà, le personnage était identifié, on savait que je faisais ça, mais pour moi, artistiquement, je me disais là, il y a un moment, il va falloir que je fasse un petit point de rupture et que j'aille voir ailleurs ce qui peut se passer et ce qui peut être intéressant aussi, et pour ne pas me perdre et rester un peu dans ce truc. Et j'ai pris la décision en 2017 de quitter la série et ça m'a fait beaucoup de bien. Bah, c'est comme ça que j'ai eu Les Crevettes Pailletées. Je suis parti aussi sur une autre série pour France Télévisions qui était K1, qui était complètement différente, où je jouais un capitaine de police. Je pense que de la lassitude, forcément, il y en a. Et dans nos métiers, c'est sûr qu'on a envie d'aller voir ailleurs et d'expérimenter d'autres choses. C'est important de s'accorder des parenthèses pour recréer le désir et revenir avec plus de volonté. Mais ce qui n'est pas facile aussi, parce que parfois tu peux partir, tu veux créer le désir, en fait, les gens ils t'oublient, quoi. Ou il ne peut ne pas revenir aussi, ce désir, effectivement. Ouais, ils peuvent passer à autre chose. Et puis tu dois gérer avec ton ego et l'ego aussi des gens qui se disent ah tu nous as abandonnés, merci beaucoup, au revoir, ciao. Donc c'est compliqué, mais c'est des risques à prendre. Ouais, complètement. Ce qui est aussi beau dans ce genre d'aventure, c'est le côté collectif. Ouais. Finalement, vous créez une vraie famille, un esprit de troupe. Comment est-ce que vous cohabitez tous ensemble? Mais c'est marrant parce que sur Plus Belle, quand on est arrivé vraiment une bande de jeunes. On avait à peu près tous le même âge et c'était, je crois, l'été de 2008-2009 et on habitait tous à l'hôtel. Donc on finissait de travailler, on allait boire des coups, on révisait nos textes, on allait se baigner et on a créé une espèce de colonie de vacances. Pour moi, c'était vraiment les vacances. Hein. C'était pas le travail, quoi. Et on arrivait le matin, évidemment, en Y, fracassé, mais bon, on était obligés d'être présents. Et c'est vrai qu'on a créé des liens qui aujourd'hui sont toujours présents, quoi. On se voit encore. Moi, je suis le témoin de mariage d'Élodie Varlet, qui était Estelle dans la série, avec qui donc on a été en couple pendant des années. J'ai créé des vraies relations, et même avec la partie technique aussi, les techniciens qu'on connaît depuis des années. Et on s'est vu sur d'autres tournages, notamment dans le sud. Donc c'est vraiment une famille. Et je pense que même les nouveaux comédiens et personnages qui arrivent, ils le ressentent, ils se sentent bien accueillis, parce que une espèce de truc un peu chaleureux où on est ensemble et on laisse tomber personne, quoi, parce que on est dans le même bateau, on veut que ça se passe bien et qu'à l'image ils sentent heureux et épanouis et que qu'il n'y ait pas de frustration. Donc je pense que ce programme a réussi à créer ça, en tout cas. Je t'invite à aller dans la boîte à souvenirs avec toutes ces expériences sur Plus Belle la Vie. Est-ce que tu as des anecdotes, des souvenirs de tournage un peu inédites à nous partager sur Ciné Massilia? Des souvenirs de tournage, ouais, je pense que c'est cet été où on s'était tous retrouvés, une bande entre 20 et 25 et 30 ans, et où on était fous, hein, on va pas se mentir. Hein, et je me souviens un soir, notamment, moi je travaillais très très tôt, et les gars avaient pris les clés de ma chambre d'hôtel et étaient venus me réveiller à 3 heures du matin. Et là, je peux vous dire que j'ai pété un câble, je me suis envoyé chier comme jamais. Ils ont plus jamais recommencé. Donc voilà, il y a ce genre d'expérience de tournage dont on se remémore et qui font toujours plaisir. Et il y a aussi ce truc où tu sais que t'es jamais seul.
Tu sais que ils sont toujours là, ils vivent la même chose que toi, et c'est devenu vraiment des amis et une famille, voilà, qui ont fait aussi qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà, qui m'ont aidé à grandir. Mais des souvenirs, il y en a tellement que je pourrais vraiment préciser. Là, ça va être compliqué. Tu ne marcheras jamais seul, ça pourrait être un peu la devise de cet esprit de camaraderie. Je sais qu'on va parler maintenant de Marouane Béréni, qui nous a quittés en 2023. Tu étais très proche de lui. Ça parle justement de ce qu'on arrive à souder comme amitié à travers le travail. Quel souvenir t'as? Comment tu définirais cette relation que tu as eue avec lui? Marouane, c'était un frère, vraiment. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Il vient d'une famille d'artistes. Son père est comédien, sa mère était enseignante et son frère était un putain d'artiste qui dessinait à travers des villes des espèces de fresques monumentales pour dénoncer un peu la société. Et Marouane avait une sensibilité, mais c'est un extrasensible, vraiment. Marouane m'a fait découvrir beaucoup de choses, notamment le cinéma coréen. J'y connaissais que dalle, enfin j'avais vu Old Boy, mais il m'a fait découvrir Kim Kudik, Les Locataires. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. En tout cas, avec qui je me sentais bien, avec qui on avait des conversations profondes, avec qui on rigolait énormément, on s'énervait aussi, on se prenait la tête, comme avec son frère. Et il me manque énormément. Je pense que on a tous perdu quelqu'un une belle personne. Ça me touche, c'est encore frais en fait de parler de lui, parce qu'on a vécu beaucoup de belles choses et il m'a fait découvrir beaucoup de choses, vraiment. Ouais. En tout cas, il y a de belles images qui te restent, effectivement. Ouais, et ça montre à quel point l'humain est au cœur de tout dans ce type de projet. On va passer maintenant un peu à la partie marseillaise, évidemment, puisque ça fait quelques temps là, que tu es installé dans la cité phocéenne. Plus belle la vie, évidemment, est indissociable de Marseille. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec la cité phocéenne? Oui, je m'en souviens. Je crois que c'était pour un match de l'OM. J'étais venu plus jeune avec ma tante à Marseille, je devais avoir 14-15 ans et on était venu une petite semaine et c'est vrai qu'on s'était retrouvés au Vélodrome. Et je crois que c'était mon premier match de foot d'ailleurs. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette ambiance de fou, quoi? Une espèce d'énergie folle, un peuple, mais qui était là comme un seul homme, aussi bien sur le terrain que dans les gradins. Et ça, c'est l'un de mes premiers souvenirs de Marseille, ouais. Cette ferveur, tu l'as retrouvée après dans la ville. J'imagine que tu as été curieux, tu t'es promené dans les rues, les quartiers. Mais moi, ce que j'aime avec Marseille, c'est que un Marseillais d'origine, je sais pas, africaine, asiatique, française, tu l'écoutes parler, ils ont tous le même accent, la même façon de parler. J'ai l'impression que c'est la même personne. Et c'est vrai que grâce peut-être, je sais pas si c'est le foot qui a réussi à faire ça ou c'est la ville en elle-même, mais cette mixité de population qui arrive à être marseillais, je trouve ça génial. On n'a même pas besoin de te demander, mais tu viens d'où, c'est quoi tes origines? Chose que tu vas retrouver dans d'autres villes. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Marseille. Il y a une espèce de pluralité et de beauté et d'authenticité qui font que la personnalité de Marseille est vraiment singulière. C'est ce qui t'a poussé à venir t'installer ici, du coup? Aussi, ouais. Aussi. C'est vrai que en partie, je me suis dit, mais j'ai l'impression de rencontrer des gens vrais, qui ont une vraie histoire, que tu peux lire à travers leur regard ou leur façon de s'adresser à eux. Ils ont pas honte. Ils vont pas faire de chichi. Donc, ça, j'aime beaucoup avec Marseille. Ouais, clairement. Alors, au cours de cette interview, je te propose de passer derrière la caméra, d'être réalisateur le temps de notre échange. Si je te passe une caméra, tu filmerais quoi en premier à Marseille? Et surtout, qui? Je pense que je filmerais la corniche Kennedy avec les gamins qui sautent. Je sais, c'est dangereux, mais vraiment, à l'image, c'est sublime. Et quand tu les vois faire leur saut, se préparer, se donner de la force, je trouve ça vraiment fou et trop beau. Et je pense que cinématographiquement, c'est sublime. Un espèce de ralenti où tu les vois, mais faire des figures dingues. Il y a ça que je filmerais. Il y a aussi un autre truc, c'est les bars PMU. Je pense que tu rentres dans un bar. Ah, il y a une ambiance, mais géniale. Tu rentres dans un bar, tu t'installes dans un coin, tu vois deux vieux qui parlent, tu vois deux jeunes qui rentrent du boulot, tu vois deux meufs qui se racontent leurs histoires, tu vois le patron du bar qui propose. Mais alors ça te raconte toute une ville et toute une histoire. C'est très choral. Très. Et je trouve ça, en fait, ouais, mais je pense que Marseille, il faut filmer cette espèce de truc choral, justement, où tu parles d'un individu, mais qui t'en raconte plein d'autres, quoi.
Tu voudrais montrer le vrai Marseille, finalement, vrai. celui que tu rencontres, celui que tu vois au quotidien. Il y a certains clichés qu'on pourrait enlever, selon toi? Ouais, je pense les clichés sur la violence, je pense que là, il y en a marre en fait. Moi, tout ce que je vois, toutes les séries que je vois où ça se tire dessus, c'est que des trafics de drogue. Oui, il y en a, mais c'est pas que ça. Moi, ce que j'aimerais bien montrer, c'est justement, c'est la beauté là. Je crois qu'au César, il y a eu un documentaire, Le Bain des Tout à Dames, fait. qui a été. Ouais, je pense que c'est ça qu'on a envie de voir aussi sur ces femmes qui sont des vraies Marseillaises, qui ont jamais quitté Marseille, qui se réunissent. On a envie de montrer ça, quoi. Donc ouais, ces clichés-là. Après, moi, il y a d'autres clichés que j'adore. Par exemple, le cliché sur Jul. Mais je trouve ça génial que ce mec ait réussi à fédérer tout le monde, les grands, les vieux comme les petits. Je trouve ça incroyable. L'énergie, toujours Ouais. au cœur de tout, effectivement. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on peut faire sa carrière depuis Marseille, justement, ou même d'autres provinces? Ou est-ce qu'il faut encore être à Paris? Je pense que Paris, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre parce que il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc les castings, les rencontres, les soirées, les stages. Malheureusement, je pense que si t'as l'envie, voilà, tout est possible. Il y a beaucoup de personnes à Marseille qui ne sont qu'à Marseille et qui travaillent très bien. Je pense notamment à Idir Azougli, qui est un vrai Marseillais, ou à Avzia Herzi aussi, qui est une personne d'ici. Bon, ils ont dû forcément s'expatrier à Paris parce qu'à un moment, c'est là-bas que ça se passe. Mais le truc, c'est que c'est tellement difficile déjà comme métier, même pour un Parisien. On va pas se mentir, bien sûr, il y a peut-être plus d'opportunités et plus de rencontres. Mais malheureusement, c'est un métier où il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire et il y a très peu, au final, d'appelés. Et je pense que je fais partie des très peu. Et je suis vraiment extrêmement chanceux et reconnaissant. Mais après, je pense qu'il y a de la chance, il y a des rencontres aussi. On transforme la chance et les occasions et on essaye de faire vivre ça. Mais comme je te le disais plus tôt, c'est un métier qui peut être aussi très éphémère, où tu peux aller très vite, très haut. Et puis du jour au lendemain, il se passe plus rien. Donc c'est un truc où il faut apprendre à gérer et aussi bien physiquement que psychologiquement parce que ça peut être très très difficile à gérer. Il faut être assez fort et surtout ne pas se laisser aller et continuer encore à exister, à essayer de trouver des projets et même ceux qui sont pas forcément rémunérés, mais des trucs en fait qui te font vivre et qui te font vivre de cet art et envie de le transmettre, quoi. Engranger de l'expérience, ouais, t'encouragerais tous ceux qui veulent faire ce métier à oser ouvrir les portes, Oser, rencontrer, ne pas lâcher. travailler, bien évidemment. Et puis surtout être déter, en fait, montrer aux gens que t'es déter et que t'as envie. Et voilà, peut-être que ça passera pas 9 fois sur 10, mais la 10e fois, ce sera la bonne. Et voilà, c'est un métier, en fait, c'est plus c'est un marathon, en fait. Et donc, il faut être conditionné pour. Tu rencontres des nouveaux talents, cette nouvelle vague, on pourrait dire marseillaise, ces jeunes qui veulent un peu écrire d'autres histoires, raconter d'autres choses. Oui, je les vois et je les trouve merveilleux, notamment avec l'école Courtrajmé. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils arrivent à développer aussi l'aspect technique, qu'on n'ait pas besoin d'appeler des cadreurs, des perchemans de Paris ou d'ailleurs et que justement on les forme ici. Et je trouve ça hyper important que des boîtes de prod fassent appel aussi à ces petits jeunes qui n'ont pas été familiarisés à ça et qui viennent pas forcément de ces milieux-là et qui ont besoin de mentors pour pouvoir développer ça aussi au sein de Marseille. Puis on va pas se mentir, la ville est sublime. Il y a des endroits incroyables. Il y a de plus en plus de tournages. Donc il faut faire marcher aussi cette économie, quoi. Écoute, on compte sur toi pour initier des projets, pourquoi pas. T'as des idées déjà un peu de choses, t'as envie de t'investir dans la ville? Ouais, moi j'aimerais bien. Enfin, j'écris des petits trucs et tout. Et comme tu disais, ces films chorales, moi c'est ça que j'ai envie d'écrire, c'est mettre à l'écran des singularités qui ne se seraient jamais rencontrées et qui arrivent à créer quelque chose, à créer des belles histoires. Donc ouais, c'est un truc qui me trotte en tête. J'ai quelques occasions d'en parler avec mes notes, mais pour l'instant, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Moi, ce que je trouve aussi remarquable dans ton parcours, c'est vrai qu'on peut l'appeler singulier, ce parcours finalement, puisqu'il y a eu des projets hors du commun. J'ai vu que tu avais fait une nuit de tournage sur The Walking Dead. Ouais. Là, il faut que tu me racontes un peu comment ça s'est passé. C'était incroyable. Vraiment, on va pas se mentir, les Américains, c'est quelque chose. Déjà, ils arrivent, c'est une machine de guerre. Ils ont, je sais pas combien de camions, le maquillage, les costumes, les essayages, bon, c'est vraiment fou. Il faut savoir que ces essais, moi, je les ai passés en self-tape. Donc, c'est-à-dire seul. Donc, juste avec une personne qui... C'est ça.
Et donc, On explique, c'est une vidéo que tu fais tout seul. Tu fais seul. Et on te dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a une attaque de zombies, réagis. Donc, t'imagines un peu que t'as l'air ridicule seul dans ton salon avec ton pote qui te filme, qui fait, ouais, c'est super. et du coup, je renvoie les essais. Ils me disent, ok, c'est super, maintenant, essaye comme ça. Donc, je renvoie les essais. Et là, je suis sélectionné. Je dis, non, c'est pas vrai. Je vais tourner sur The Walking Dead, là. Et l'expérience était juste dingue. Donc, j'étais avec ceux qui s'occupent des costumes et justement des zombies pour essayer les poches de sang parce que, je spoil, hein, malheureusement, je meurs, hein. Voilà. Quelques minutes après mon entrée en scène, j'ai quand même une petite scène, hein, je vous invite à aller la voir. Et le fait d'arriver au Louvre, fermé exprès pour le tournage, sur l'esplanade vide, où ils ont installé un espèce de trafic où les voitures ne bougent pas, il y a des sirènes de partout, des gens qui courent dans tous les sens. Et là tu dis waouh. Mais la réalité est vraiment dingo, là. C'est quoi ce truc de fou? Et donc, tu joues, là, avec, je sais pas, une centaine de figurants, des zombies qui commencent à se lever de partout. Toi, t'es derrière la pyramide du Louvre, en face, t'as ta bien-aimée qui est là et qui te voit mourir. J'ai trouvé ça juste dingue. Et vraiment, je suis trop content pour l'expérience et j'aimerais vraiment en vivre encore d'autres comme ça, quoi. Bah écoute, on te le souhaite. On essaiera de retrouver l'extrait. On mettra peut-être des captures d'écran. C'est dans Daryl Dixon, en fait. C'est la saison 3, je crois. Ouais, parce qu'il y a pas mal de saisons, effectivement. Alors, avant de parler des crevettes pailletées, il y a aussi notre projet. Il faut que tu m'en parles un peu plus en détail. C'est un documentaire de Raoul Peck, Exterminer toutes ces brutes. Là, par le sujet qui est abordé, j'invite aussi toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller le voir, puisqu'il est vraiment de nécessité publique. Ouais. Comment tu as participé à ce projet? Quel était ton rôle et ta relation avec Raoul Peck? Alors, encore une fois, c'était des essais que j'ai passés. Cette fois, j'étais passé en casting. Et Raoul m'a appelé après les essais. Il m'a dit, écoute, je suis très content. Et je suis très content de travailler avec toi parce que je t'ai vu dans Ainsi soit-il. Et je t'ai trouvé formidable. Alors déjà, Raoul Peck, il te dit ça, tu dis, waouh. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, t'as une pression supplémentaire aussi, parce que tu dis, faut pas le décevoir. C'est vrai. Et donc, ce tournage a lieu, je crois, en 2021, à l'été 2021 ou 22. Et il a reconstitué un village, donc à travers des champs, en région parisienne. Et moi, je joue un esclave qui doit relever du coton. Et donc, on est dans cette espèce d'église. Et malheureusement, mon personnage n'a pas relevé assez de coton. Parce qu'à une certaine époque, quand tu étais esclave et que tu relevais le coton, t'avais une charge à ramener. Et si t'en ramenais un peu moins, soit t'étais fouetté, soit t'étais puni, soit tu pouvais pas manger. En tout cas, parfois on te prenait en exemple et on te coupait la main. Et ça, c'est des choses que j'ai découvert. Je le savais, mais grâce à justement à ce docu-fiction, c'est un docu-fiction, donc il y a des images documentaires. En même temps, Raoul l'a fictionné. Et ça, je l'ai appris en fait. Et dans ce documentaire, notamment, j'ai appris que certains esclaves, parfois quand ils fuyaient, se retrouvaient dans des villages avec des Indiens justement, où ils essayaient d'unir leurs forces face à leur oppresseur. Et il y a beaucoup d'images comme ça où je me suis dit en fait, merci à ce genre de réalisateurs qui t'apprennent, qui sont aussi des historiens, qui sont des encyclopédies vivantes et qui te donnent envie en fait de travailler dans ce sens. C'est-à-dire raconter une histoire mais dans un but précis. C'est-à-dire que ça éveille parfois des vocations ou ça te ramène dans des endroits où tu dis ah ouais, en fait je connaissais pas en fait. Je connais pas C'est important aussi histoire. De pouvoir découvrir. Ouais. C'est important quand tu es comédien, interprète, de pouvoir découvrir aussi un aspect historique quand tu participes à de tels projets. En tant que réalisateur, metteur en scène, il avait quelle approche? C'est vraiment un chef d'orchestre. Vraiment, il a été hyper attentif, hyper à l'écoute, et c'est quelqu'un qui te parle à l'oreille. Donc, il y a une espèce de truc qui infuse en toi, et c'est d'une douceur absolue. Et tu sais que il est d'une précision, et c'est chirurgical, et il sait exactement ce qu'il veut, et du coup, t'as envie de donner le meilleur de toi-même. Et je pense qu'à travers cette expérience, moi, j'ai rencontré vraiment un mentor, quoi. Je me dis, mais c'est vraiment un homme comme ça que j'aimerais bien être, et qui a une vision globale de tous les sujets qu'il aborde et qu'il le fait en profondeur, et t'as envie de travailler avec ce genre de personne, qui est en même temps un artiste, mais en même temps un technicien fou, quoi. Bien sûr, ouais. Et ce qui a été dingue aussi sur ce tournage, c'est que, j'arrive, je suis très content de travailler avec Raoul Peck, vraiment, j'arrive, j'ai un carloge, je fais, waouh, ok, c'est Hollywood. Et là, le troisième assistant vient à ma loge, et il me dit, en fait, il y a Josh qui aimerait bien travailler avec toi, la scène, que vous en discutiez et tout. Je dis, oui, dites à Josh de venir.
Et en fait, Josh cogne à ma porte, et là, j'ouvre la porte, c'est Josh Hartnett. Je savais pas que c'était lui, le comédien, en fait. D'accord. Parce que sur la feuille de service, il n'y a pas écrit son nom pour éviter que... Ah oui. Et là, j'ai Josh Hartnett, donc le mec qui a quand même joué dans Pearl Harbor. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, qui vient me parler de la scène et qui genre, en fait, d'égal à égal. Et tu te dis, waouh, ah ok, d'accord. Là, je viens encore d'expérimenter un nouveau step de mon métier, quoi. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que ce mec-là, toute la journée, on a passé toute la journée ensemble parce qu'on avait cette scène qui était assez costaud, ne m'a jamais pris de haut, m'a toujours considéré, discuté avec moi, était assis avec moi. Il n'y a pas un moment où il est parti dans son carloge. Il était, mais sur le plateau, présent du début à la fin. Et je me suis dit, ah ok, d'accord. Ça fait partie de ces rencontres inspirantes qui te nourrissent intellectuellement en tant qu'homme aussi, tu en sors pas indemne. De fou. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça, le métier d'acteur. C'est pas, ok, j'ai fini ma scène, je vais dans ma loge, je partagerai avec personne. Enfin, voilà, ce mec-là m'a montré que c'est comme ça qu'il faut réagir. Et après, j'en ai parlé avec Raoul, il m'a dit, mais en fait, tous les Américains, ils sont comme ça. Le projet, c'est une collectivité. On fait ça tous ensemble. Donc, ils sont présents du début à la fin. Ce collectif, on y revient, avec les crevettes pailletées 2019-2021, puisqu'il y a eu le premier et le deuxième, qui ont très bien marché en salle. Je fais cette transition puisque, évidemment, Raoul Peck traite d'un sujet difficile. Et aussi, dans les crevettes pailletées, on parle donc de l'homophobie, de ces messages. Ça s'est véhiculé à travers la comédie. Quelles images te reviennent de ce tournage? Comment tu l'as vécu? Très, très bien. J'avoue que... on est parti, c'est vraiment un film choral, hein, donc, et avec des comédiens de tous les horizons. Et ils ont réussi à créer une espèce d'alchimie. Enfin, on a créé une espèce d'alchimie tous ensemble. Et je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a dû travailler beaucoup ensemble, parce qu'on joue une équipe de water-polo. Donc, on était souvent à la piscine, on se retrouvait 2 fois par semaine. Et donc, ça a créé une espèce de cohésion de groupe où on a réussi à trouver des échanges, un vocabulaire qui nous était commun. Et ce voyage aussi, on est parti tourner en Croatie, donc ça nous a vachement rapprochés et c'était une super belle expérience. Moi, j'ai un très très beau souvenir et je suis ravi de l'avoir fait parce que effectivement, le sujet, c'est pas un sujet facile et banal. Et du coup, l'aborder de cette manière-là, par ce prisme-là, par la comédie, on pourrait penser que c'est ridicule. Mais au contraire, ça a été vachement fédérateur. Et il y a beaucoup de gens, même pas forcément de la communauté gay, qui se sont dit, mais ouais, mais moi, je me sens représenté aussi. J'ai l'impression de me voir avec mes copines avec qui je vais jouer au bridge ou mes potes avec qui je vais jouer au foot. Et je pense que c'est un très beau cadeau qu'on puisse nous faire, que le film ait été accueilli de cette manière-là. Et bien sûr qu'il a bien marché, quoi. Moi, je suis curieux de savoir, toi, en tant qu'acteur, pour ces 2 films-là, quand on est souvent dans les bassins à jouer au water polo, il y a des scènes qui sont filmées assez intenses, on a l'impression d'assister vraiment au match par moment. Comment on les joue, ces scènes? C'est l'enfer. On va pas se mentir, c'est l'enfer. Parce que t'es dans l'eau toute la journée, que t'entends rien avec l'écho de la piscine, la résonance et tout ça. Le temps que les réalisateurs cherchent les plans, qu'on les mette en place et tout ça, mais toi, t'es dans l'eau et donc t'es toute la journée en train de nager. Et parfois, tu dis, bon, ils te disent, OK, action, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ben, nage, OK, bon, on nage. On nage. Donc, on était obligé d'apporter aussi cette vérité de difficulté, parce que franchement, un tournage dans l'eau, c'est jamais facile. Mais en même temps, voilà, ça nous fait des bons souvenirs, on s'est fait des corps de tarés, et on se dit, bon, il y a une préparation physique ou pas? Il y a une préparation phisique de fou. Okay. Vraiment, de fou. Parce que, sinon, on pouvait pas tenir, quoi. Je me souviens, moi, je me suis fait l'épaule parce que j'arrivais plus. Au bout d'un moment, ça marchait plus, quoi. La machine, elle coinçait. Mais voilà, ça s'est fait dans une super bonne humeur. Les décors étaient sublimes. On a découvert la Croatie. On s'est super bien entendu et on était ravis quand ils nous ont proposé le 2. Ouais, complètement. Donc là, si demain on te remet sur un bassin à jouer contre les déménageuses, t'es prêt? Ouais, bon, elles vont gagner, hein, ça c'est sûr, mais ouais, avec plaisir, ouais. Non, c'est sûr que la préparation physique pour un tournage, c'est toujours hyper important. Et oui, on en a tous besoin. Bien sûr. Ouais. Moi, ce que j'ai aussi trouvé beau, sans faire de spoiler, hein, puisque le film il est dispo sur toutes les plateformes, sur le 1 notamment, t'as une scène de fin où t'as un monologue. Comment est-ce qu'on aborde ce type de scène où on est concentré sur ton personnage? On en a beaucoup parlé avec les réalisateurs. Et en fait, eux, ils voulaient, vu que le film c'était une comédie, ils voulaient un truc un peu à l'anglaise. Donc 4 mariages et un enterrement où voilà, on va pas plomber l'ambiance, elle est déjà assez difficile à vivre. Donc voilà, joue juste avec l'émotion qui te traverse, mais raconte-nous les beaux moments qu'on a pu passer avec ce fameux personnage. Et justement avec ce twist final où voilà, OK, on traverse un moment difficile, mais il faut pas oublier que
la vie, ça reste une fête. On n'est pas obligé de se prendre la tête, que les moments difficiles, on peut les vivre à plusieurs et qu'il faudrait être là pour on est là pour s'écouter et se soutenir, quoi. Et je pense qu'ils ont réussi à faire ça avec ce film. Et cette scène, en fait, au final, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus difficile que ça, mais vu que j'avais mes partenaires en face qui me donnaient ce qu'il fallait, la mise en scène aussi qui servait la scène. Donc ça a été beaucoup plus facile et c'était j'allais pas dire jovial, mais il y avait une espèce de liberté qui s'est installée et je pense que ça a été du pur bonheur, quoi. Et les scènes de danse, de chorégraphie, t'as pris L'enfer. du plaisir? Non, l'enfer aussi. L'enfer, parce que ça aussi, comme la piscine, ça a été des mois et des semaines de préparation pour D'accord. que la chorégraphie soit impeccable. Et encore, je trouve qu'on aurait pu mieux faire, mais voilà, c'était drôle, comme je te disais, on se réunissait pour cette expérience-là, et je pense que ça sert toujours un film, quoi. Plutôt que chacun de son côté, chacun s'est préparé, et on arrive, bon, voilà, et on se connaît sur le film, là, on se connaissait vraiment avant, quoi. Ils ont réussi à créer ce truc de bande qui était hyper important. Ouais, complètement. Et par rapport au deuxième opus, donc La Revanche des crevettes pailletées, sorti en 2021, vous l'avez tourné en partie en Ukraine, donc avant le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Il te revient quel souvenir de ce tournage, les rencontres que tu as pu faire aussi? Alors, celui-là, c'était encore autre chose parce que c'était sur les thérapies de conversion. Aujourd'hui, encore en France, on parle et on en parle et on se dit non, on peut pas avoir ce genre de choses. Et en Ukraine, enfin, là, le propos, c'était en Russie parce qu'on pouvait pas tourner en Russie, on n'avait pas eu les droits. Donc, du coup, on avait tourné en Ukraine avant le conflit. Évidemment. J'ai un super beau souvenir de l'Ukraine, des Ukrainiens, notamment les équipes techniques et tout. Tout ce qui était maquillage, costume et même son, lumière et tout ça, ça a été vraiment une super belle expérience. On a eu une autre contrainte, c'était le froid, parce qu'il faisait très très froid. Moins 20 degrés, j'ai noté, Ouais. en pleine nuit. En pleine nuit, on tournait souvent de nuit, on a tourné sur un lac gelé. Donc voilà, ça c'était vraiment les contraintes, c'était le froid. Mais sinon, encore une fois, il y avait tellement cette énergie de vouloir présenter un beau film, une super comédie, un truc aussi familial, mais en même temps qui touche à des aspects de notre société qui parfois on peut mettre de côté, mais qui sont vraiment très importants pour certaines minorités. Et en fait, moi aussi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est j'ai pas envie qu'on me catalogue à un seul rôle. J'ai envie qu'on me voit ailleurs et qu'on se dise, ok, d'accord, pourquoi il a fait ça? Ben parce que justement, il y a ces sujets-là qui sont importants. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que comédien, en tant qu'artiste, il faut pointer ce genre de sujet. On peut pas nous dire, ah oui, non, mais te mêle pas de ça, ça te regarde pas. En fait, si. On est tous concernés. Et si nous, par notre médium, on peut le faire, ben voilà. Je serai le premier à le faire. Et t'as gardé un lien avec certains Ukrainiens, justement? Oui, on en a quelques-uns, mais tu vois, à travers les réseaux sociaux. Oui. Et malheureusement, je me souviens de Kirill, le troisième assistant, qui était moitié français, moitié ukrainien, qui a dû notamment quitter l'Ukraine pour pouvoir vivre en France, et qui a cette chance-là, parce qu'il a le passeport. Mais la plupart sont encore là-bas, D'accord. et c'est quand même très difficile. Écoute, on pense évidemment fort à eux, et j'invite encore une fois tous ceux qui nous écoutent à regarder cette belle filmographie, parce qu'on peut retrouver pas mal de choses sur le net. David, on va entrer dans le climax de cette interview. Donc, avant de la conclure, moi je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi tu peux me parler? Écoutez, en ce moment je suis sur Plus Belle, donc j'ai une super intrigue là qui va être sortie au mois de septembre. J'ai tourné aussi une série pour Arte qui s'appelle Fertile avec Cédric Le Gallo, donc qui est le réalisateur des crevettes pailletées que je retrouve. Et aussi un 6x52 pour TF1 qui s'appelle Le Mystère de la Chambre Jaune, où je joue un gendarme un peu ras la casquette. D'accord, Voilà. bon, il y a un beau programme en tout cas, on va suivre tes aventures de près. 3 questions pour te découvrir autrement, t'es prêt? Ouais. J'aimerais connaître ton rapport au jeu sur les planches, au théâtre, puisque tu avais fait cette pièce Drôle de menteur. Quel rapport t'as dans le jeu sur scène? En fait, moi, ce que j'aime avec le théâtre, c'est surtout la préparation. J'adore la préparation parce que pendant des semaines et des semaines, on répète, on arrive à trouver des endroits. Et une fois qu'on est face au public, tu lâches un espèce de truc et t'arrives à capturer le public ou pas, hein. Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et le fait de jouer un spectacle sur le long terme, ça te permet aussi de trouver une nouvelle façon de l'aborder, de chercher d'autres choses. Et c'est un espèce de laboratoire. Et c'est ça que j'aime bien. Là où c'est différent dans le cinéma ou dans la télé, où il y a beaucoup plus de spontanéité et on va prendre ce qui est le meilleur. Là, t'es lâché, t'as pas de filet. Et justement, je pense que la préparation t'aide à pouvoir être
le plus présent au moment qu'il faut, quoi. Donc, Bien sûr. En début d'interview, tu parlais d'études de communication, études de langue. Ouais. Je sais que ça occupe une place importante chez toi. D'ailleurs, en parcourant ton Instagram, j'ai vu que tu avais partagé un extrait du livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Ouais. Je me demande aujourd'hui, en tant qu'artiste et homme, comment est-ce que la lecture, les mots t'accompagnent? C'est hyper important, en fait. C'est vrai que maintenant, à l'ère du numérique, des téléphones, on passe beaucoup plus de temps là-dessus. Mais je pense que c'est primordial de toujours avoir un bouquin ou un endroit où tu es sollicité par autre chose que les écrans. Et la lecture, malheureusement, je trouve que je lis pas assez, même si je lis mes scénarios et tout ça, mais c'est pas ce type de lecture. Il faut que la lecture te permette de t'évader ou d'apprendre des choses. Et on n'est pas obligé de lire des trucs trop compliqués, hein. Faut vraiment... moi, j'adore lire des polars, par exemple, un peu l'été, histoire d'avoir d'autres images en tête que ce que je peux voir en scrollant sur mon téléphone, quoi. Exactement. Et garder une curiosité insatiable, effectivement. Au fond, David, pourquoi tu fais ce métier? Au fond, je pense que je fais ce métier pour essayer de transmettre des images, des valeurs à travers des personnages qui ne sont pas souvent représentés. Et je pense que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et parfois, ça a été difficile parce qu'on a voulu me mettre dans des cases. Et j'ai réussi un peu à contourner ça. Mais forcément, j'y reviens, quoi, parce que dès qu'on aura besoin d'un personnage noir, on va m'appeler, alors que moi, j'aimerais bien pouvoir justement avoir des personnages qui n'ont qu'un prénom et qui viennent peut-être d'un certain endroit, mais qui ne sont pas forcément stéréotypés, quoi. Donc, j'essaye de le faire et j'espère qu'avec l'âge et la maturité, on m'en proposera plus. Écoute, c'est un petit appel en tout cas qui se fait aux producteurs et réalisateurs, réalisatrices. En tout cas, on a passé un très beau moment ensemble, beaucoup. David. On va conclure avec notre logo. Je t'invite à mettre un petit mot en souvenir de ton passage sur notre fauteuil. Le feutre est à toi. Il reste encore un petit peu de place. Tu étais le 17e invité. On a été ravis de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Super. Merci à toi, David. Tu reviendras quand tu veux, évidemment, pour nous partager tes prochaines actualités. On t'envoie les meilleures ondes pour la suite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Ciné Massilia. Continuez à nous suivre sur YouTube, Instagram et TikTok. On se retrouve pour les prochains numéros. À bientôt.